Bienvenue à Kassou, une commune de la province d'Isiro située dans la région du centre-ouest. Commune à forte potentialité agricole, le coton est l'une des spéculations privilégiées en plus des céréales. Ce jour, Sidiki Sana est dans son champ avec sa famille. Objectif, désherber ce champ. Tout roule bien pour le moment selon l'agriculteur. Parlant de culture OGM, c'est ni vu ni connu pour M. Sana. À la question de savoir s'il a connu au moins le coton BT, la réponse est encore non. Mais ce qu'il sait, c'est que le travail du coton est fastidieux. Non, on va l'en pousser. Deux semaines. Bon, voilà, demain on va compter la wakati ni hankabra passé parce que À quelques vols d'oiseaux du champ de la famille Sana, le jeune Kabori. Avec sa main, il travaille sur le champ de maïs. Lui, il relève une grosse difficulté, la chenille. Oui, elle détruit le cotonnier, dit-il, nous obligeant à pulvériser pratiquement toutes les semaines. Bon, un peu d'une fille là, biodobal namada. Lam patanenga saga. Lam da yer buda pinde la saga manam ti lam da liga pole. Saga la pamane ti lam da li pole o ti lam da lim. La wa haun le ko to ar panila. Ti mami wa pa ko mo den rando. Comme il fallait s'y attendre, en ce mois d'août, Dame Nature a ouvert ses vannes sur le département d'environ 50 000 âmes. Des reporters déterminés à visiter plus de producteurs, mais impossible. Repli tactique donc sur Ouagadougou. De retour dans la capitale, direction le Gourma dans l'est du pays. Dans son champ de Niébé, Sina Laurent contemple ses semis. Tout va bien, sauf les ravageurs qui traumatisent ses semis. on rencontre plusieurs difficultés dans la culture du Niébé. Il y a les chenilles, les vers qui viennent déranger ça au mois de la floraison. On paye des produits et chaque semaine on utilise. On pulvérise chaque semaine et on chasse les trucs, les insectes. Êtes-vous prêt à utiliser et à consommer des OGM? Oui. Bon, j'en ai entendu parler en tout cas. Mais moi, personnellement, je suis prêt à utiliser pour voir. Si c'est plus rentable que le Niébé local, là, je peux utiliser pour y voir. Si l'élève agriculteur n'a pas peur de consommer les produits OGM, ce n'est pas le cas pour l'Ankwande Léonie. Elle craint que les produits OGM lui donnent des maladies. Les araton kala pan soma tiangonga la somai. Para kya mekanir soma ta katahare. Le ton ka pu tiema watani ba le ozema bianga sans konton me ton ka boure bala aba ton sambo na ruare soma la aba yele ete ton ka boure diale. De retour sur Ouagadougou, nous baladons notre caméra dans le quartier Tanguay. Question. Alima, elle est aussi vendeuse de fruits. Avez-vous déjà entendu parler d'OGM? Voilà, ton wumna la ton me kame ya bumuninge la taramane. Abe wa papaye, abe wa banande. Ora même temps il a metabi.
Est-ce que vous pourrez accepter consommer des produits OGM? Ton yin no ngala mi. La ba ma mi la ton kami. Rabe mi be mi. Para ti we rabe man bi watera mi nguduro da ka zer pore. La ya ti mi ni la nti ta poro. Are ton ba ngam ti wa kuma wa suramba. O bezin da mara ka poro wa mo yakra woto bala la runo poro mo. Voici donc quelques perceptions des populations sur les OGM. Mais pourquoi les OGM au Burkina? Sont-ils nuisibles? Sont-ils utiles pour l'agriculture burkinabé? Pour répondre à ces interrogations, nous embarquons pour Dalou, chef-lieu de la province du Oba, à la rencontre de Laurent Sédego, directeur exécutif de la Fondation Drieur. Sur les questions des OGM, Dr Sédego en sait quelque chose au regard de son parcours. Ministre de la Santé, de l'Environnement et du cadre de vie de 2004 à 2008, puis ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources halieutiques de 2008 à 2013. De 88 à 90, il a occupé également le poste de ministre de l'Action, de la Coopération paysanne. Du côté de la recherche sur l'environnement, l'expertise du Dr Sédego transcende les frontières. Ce ex-officier militaire a été directeur exécutif de Wascal, Centre-Ouest africain de recherche et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres de 2013 à 2017. C'est donc cet amoureux de la nature, passionné des questions environnementales. C'est lui que nous interrogeons sur les questions des biotechnologies, notamment les OGM, faisant référence au coton génétiquement modifié qui avait été introduit en 2008 puis abandonné. Le colonel du développement rural droit dans ses bottes, place ses obus, droit au but. Je ne suis pas le partisan de ceux qui disent c'est interdit, on ne passe pas. Non, ce n'est pas le problème n'est pas posé en ces termes-là. Parce que les OGM font partie, de mon point de vue, n'est-ce pas, des avancées scientifiques qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes. Pourquoi on adopte un OGM? C'est pour résoudre un problème. Ce n'est pas, on n'adopte pas l'OGM par effet de mode. Et nous, dans le domaine de la production du coton, on a un problème. On a un gros problème. C'est-à-dire que le coton est une des plantes les plus attaquées. Et il y a un ravageur qui fait que, eh bien, la production du coton est vraiment pratiquement compromise par la prolifération de ce ravageur-là. Comment faire pour cultiver le coton et avoir des bons rendements? Parce que nous avons, au jour d'aujourd'hui, au Burkina Faso, plus de 3 millions de producteurs qui dépendent de la culture du coton. Et chaque année, ce sont des milliards et des milliards. OK? Donc, pour nous, le coton est une question économique extrêmement importante. Et comment on produit? Pour lutter contre ce ravageur et permettre aux cotonniers de se développer, nous sommes obligés d'utiliser des produits chimiques. Voilà. Il faut utiliser des produits chimiques. Et quand vous regardez le cycle de production du coton conventionnel, une fois que le cotonnier a poussé, le producteur va pulvériser ce produit chimique-là sur le cotonnier au moins 8 fois. Il est arrivé même des années où l'attaque était si grave que certains producteurs ont été obligés de faire jusqu'à 12 pulvérisations du coton. Produits chimiques, donc déjà environnementalement nocifs. Ce n'est pas pour rien, nous disons, que la culture du coton est aussi un des facteurs de dégradation des terres s'il n'y a pas de mesures de compensation. Et nous sommes très bien placés pour le savoir, parce que dans les années 50-60, le bassin cotonnier, c'était pas là où vous connaissez, vous les jeunes aujourd'hui, c'était dans le centre-nord. Moi, dans mon village, on cultivait du coton.
Ça allait de Boulsa jusqu'à Kongoussi. Kongoussi était la base, une des grandes bases de production du coton. Wayugia, tout ça, on produisait du coton. Mais à force d'utiliser justement les produits chimiques, on a rendu les sols infertiles. Donc, avec l'avancée de la science, on a compris qu'on pouvait produire le coton autrement. C'est-à-dire, ce ravageur, au lieu de lutter contre lui par les procédés chimiques, on va utiliser maintenant beaucoup plus les procédés génétiques. Donc, on est allé dans le gène du cotonnier, on a injecté là-dedans le produit qui permet de lutter contre le ravageur. Donc voilà comment s'est faite cette modification génétique. Et à partir de ce moment, eh bien, ça nous a été possible, et je le dis, je le répète, quand on a utilisé les cotons BT, cela nous a permis d'avoir un accroissement net des rendements qui sont allés jusqu'à plus de 35%. Et que dit l'environnementaliste sur ceux qui estiment que les produits OGM posent un problème d'éthique? Ce que moi j'ai dit simplement, et ça a été, je l'ai dit et je l'ai répété, un Burkinabé peut-il jurer de n'avoir jamais ingéré un produit génétiquement modifié dans sa vie? Moi, je ne peux pas le jurer. Et je l'ai dit à plusieurs députés qui étaient farouchement opposés au coton BT. Je lui ai dit, mais écoute, voilà, est-ce que tu peux jurer? Nous, notre génération, nous avons été, quand nous étions à l'école, nous étions soutenus par les programmes du Catwell. Nous savons tous que le Catwell, c'est un produit, c'est américain. Maintenant, comme je le dis, il y a les principes de précaution sur lesquels nous ne devons jamais transiger. Et c'est pourquoi aussi, quand nous avons adopté le programme, et à ce moment j'étais le ministre de l'Environnement, nous avons créé l'autorité qui nous permet de gérer cette question des précautions en matière. Donc nous avons l'Agence nationale de biosécurité aujourd'hui, qui est dotée de laboratoires avec vraiment les procédés les plus sophistiqués qui nous permettent de tout contrôler. Après avoir pris congé de l'ex-ministre de l'Agriculture, nous voilà dans les locaux de l'Agence nationale de la valorisation de la recherche et des innovations en VAR. Nous sommes à la rencontre du docteur Edgar Traoré, par ailleurs directeur de l'agence, un passionné de recherche. Interrogé sur la question de l'usage des pesticides, Dr Traoré note que la situation est peu reluisante. Parce que les pesticides, ça regroupe tout ce qui est cide. De plus en plus, avec le changement climatique, il y a une recrudescence, ou en tout cas, il y a une explosion de ravageurs nouveaux, ou du moins des ravageurs qui étaient mineurs, mais du fait du changement climatique, leur population commence à exploser et ils veulent manger dans nos champs. Il faut pouvoir les contrôler. Mais que faire? Les OGM peuvent-ils contribuer à la réduction de l'utilisation des pesticides? Effectivement, lorsque le coton génétiquement modifié est arrivé, ce coton a entraîné une diminution drastique des quantités de pesticides. Parce qu'au lieu de 6 litres, et parce que les producteurs allaient même jusqu'à 12 litres à l'hectare, avec ce coton qui était capable de fabriquer son propre insecticide, il fallait juste traiter avec 2 litres. Donc 2 litres à l'hectare, vous imaginez, c'est de grandes quantités d'insecticides qu'on ne mettait plus dans l'environnement. Nous avons aujourd'hui le problème de la chenille légionnaire. Le maïs fait partie des produits de grande consommation dans notre pays. Et moi, depuis ma naissance, ce n'est que ces 10 dernières années que je découvre nos parents en train de traiter des champs de maïs. Le maïs ne fait pas partie des champs qu'on traitait. Ce qu'on sait dans le traitement, c'était le niébé, le coton et les plantes maraîchères.
Mais le maïs, le sorgho ne sont pas des plantes qui sont connues pour être traitées avec des insecticides. Mais du fait de la chenille légionnaire qui a envahi l'Afrique de l'Ouest et qui est devenu un problème sérieux dans la culture du maïs, aussi bien en saison hivernale qu'en saison sèche, systématiquement, les producteurs utilisent des insecticides. Et maintenant, quel type d'insecticides ils utilisent? À quelle période ils utilisent ces insecticides? Est-ce qu'ils respectent les rémanences? Est-ce qu'ils arrêtent le traitement au bon moment pour être sûr que les traces d'insecticides ne se retrouvent pas dans le maïs que nous retrouvons dans nos plats? Voilà toutes ces questions. Et alors que, comme le coton génétiquement modifié, il y a aussi du maïs génétiquement modifié qui fabrique son insecticide et donc qui permet de cultiver le maïs à l'abri de la chenille légionnaire sans traitement, et donc qui combat la chenille légionnaire. Il s'est cultivé au Brésil, en Afrique du Sud. Il a été introduit récemment au Nigeria pour expérimentation. Il est en expérimentation au Kenya. Mais pour l'instant, les pays comme le Burkina sont toujours réfractaires pour des raisons diverses. Parce que nous avons des agroécologistes qui, curieusement, choisissent de bouffer les pesticides au vu au su de tout le monde que d'introduire des plantes génétiquement modifiées qui vont réduire l'utilisation des insecticides. C'est quand même curieux. Sur cette dernière phrase du docteur Traoré, il y a problème. Il pointe notamment des agroécologistes qui seraient réfractaires aux OGM. À la suite de l'entretien, nous avons touché quelques leaders agroécologistes, mais pour des raisons de calendrier, nous n'avons pas pu obtenir l'entretien. Il en est de même pour la Chambre nationale d'agriculture qui n'a pas répondu à notre demande d'entretien. Qu'à cela ne tienne, certains agroécologistes trouvent que la biotechnologie impacte négativement les semences paysannes, qui en principe est fonction des localités. Et pourtant, ce n'est pas le cas pour le DG de l'ANVAR. La biotechnologie ne peut pas impacter négativement les semences paysannes. Même la recherche en termes d'amélioration variétale se base sur ces semences paysannes. Et qui d'autre est mieux placé que les chercheurs pour conserver ces semences paysannes? Grâce à la recherche, plus de 4000 cultivars de riz de variétés africaines, qu'on appelle les glabérima, sont conservés dans des chambres froides au niveau de Africa Rice ou au niveau de IRI. Nous étions les numéro 1 en termes de recherche sur le niébé bété. Un chercheur du nom de Jean-Baptiste Tignégri a travaillé sur ces variétés il y a déjà plus de 15 ans. Ces résultats de recherche étaient tellement pertinents que le Nigeria a décidé de ne plus reprendre ces recherches-là. Ils ont utilisé les données du Burkina pour continuer leurs recherches. Et ils ont accéléré le processus et aujourd'hui, ils cultivent cette variété. Au Burkina Faso, comme l'a bien mentionné l'ancien ministre de l'Agriculture, Laurent Sédougou, c'est l'Agence nationale de biosécurité ANB qui régule les questions en lien avec les biotechnologies. L'Agence nationale de biosécurité, c'est l'autorité nationale compétente en matière de biosécurité, c'est-à-dire réglementation sur la biotechnologie moderne. Donc, il y a plusieurs types de biotechnologie. La biotechnologie moderne, c'est ce qui concerne ce qu'on a appelé l'ADN recombinant. C'est vrai que ça semble être un terme un peu compliqué, mais c'est tout à fait simple. L'ADN, c'est simplement la substance chimique qui représente notre patrimoine génétique. Il se trouve qu'on avait déjà depuis longtemps de la biotechnologie, on faisait des biotechnologies. Par exemple, quand vous faites du pain, quand vous faites du sumbala, quand vous faites du compost, quand on fait du yaourt, quand on fait de l'alcool, quel que soit le type d'alcool, ce sont des biotechnologies. Mais la biotechnologie moderne, c'est un autre pan de la biotechnologie qui concerne ici les modifications ou les manipulations du patrimoine génétique.
Donc le produit le plus connu de ces biotechniques modernes, ce sont les organismes génétiquement modifiés. À l'écouter, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui ont souhaité avoir des instances de régulation de la biotechnologie. Car, comme le dit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors le rôle de l'agence, comme on dit, c'est l'autorité nationale compétente, c'est-à-dire toutes les utilisations, c'est-à-dire tout ce qu'on veut faire avec un organisme génétiquement modifié, par exemple, qui est issu donc de, comme je dis, c'est issu de la biotechnologie moderne. Toute utilisation de la biotechnologie moderne doit être autorisée par l'agence avant que la personne ne puisse procéder à autre chose. Malgré tout, certains ont toujours peur des OGM. Et là, Dr Traoré parle d'un problème de communication. Pour les animaux. Et donc, il y a une question de communication peut-être qui fait que les gens n'ont pas compris ce que c'est que les OGM. Non, l'agence ne veut pas que les gens consomment forcément des OGM. L'agence est là pour réglementer, pour dire sur le plan de la sécurité sanitaire, sur le plan, c'est-à-dire des effets néfastes sur la santé de l'homme, la santé des animaux et sur l'environnement. Cet OGM, si nous l'autorisons, c'est que nous disons qu'il n'a pas d'effet, d'impact négatif. En tout cas, il n'y a pas d'effet, ou les effets qui sont là, s'il y a des effets, c'est que c'est acceptable. Il ne faut pas se leurrer. Les populations, en Afrique, on a un certain nombre de... Enfin, nous sommes en train d'aller vers... On a dit, dans le monde, on est autour de 8 milliards maintenant. Et on est en train d'aller vers 9 à 10 milliards à un moment donné. Et la population en Afrique va augmenter. En 2050, on dit, si nous continuons de cultiver comme nous faisons aujourd'hui, il y aura des questions de famine. Et les gouvernants sont obligés de chercher des solutions avant que les problèmes n'arrivent. Vous vous rappelez des émeutes de la faim en 2008. Donc il faut trouver des solutions. Parmi la panoplie de solutions, ce n'est pas la seule solution, les OGM. Parmi la panoplie de solutions, il y a l'utilisation des OGM. Le message du DG de l'ANB est clair. Il ne faut pas rester fermé. Et du reste, ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui veulent, ils disent, bon, tiens, j'ai confiance, je peux consommer ou je peux utiliser l'OGM sans danger, parce que j'ai confiance en ça. Et il y a d'autres qui disent, je n'ai pas confiance, mais la loi laisse le libre choix à tout le monde. Mais il ne faudrait pas qu'un groupe dise, bon, comme moi je ne veux pas que l'autre prenne. Ou bien, comme moi je veux, il faut que tout le monde prenne. Unir les forces pour mieux nourrir les Burkinabés et pourquoi pas d'autres pays. C'est le souhait du patron de l'Agence nationale de biosécurité. En tous les cas, le terrorisme est toujours d'actualité, la pression démographique aussi, ce qui implique nécessairement une intensification de l'agriculture afin de répondre à l'un des besoins les plus indispensables de la population, à savoir manger.